Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Quand le passé se fait présent. Un chaleureux merci aux employés du Centre de bénévolat, point de service du Cap de la Madeleine, ainsi qu'aux employés de Vidéotron qui nous aident à réaliser cette émission. Vous souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai présenté un couple très sympathique, Madeleine Roy et Jean-Marc Denomé. Un couple qui a une foi solide envers la Providence. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je vais leur demander de faire un résumé de ce que nous avons évoqué ensemble. Madame Roy. Oui, bonsoir. Il est toujours difficile de résumer sa vie, hein, surtout lorsque c'est sur plusieurs années. Je suis née à Cap-Chat, en Gaspésie, de parents, le père s'appelait Télésphore Roy et la mère Amanda Roy, qui étaient issus de même ancêtre, mais à 4 générations de différence. Et dans un milieu qui a été très privilégié au point de vue culture, éducation et art, je suis allée à l'école au couvent de Cap-Chat, qui était conduit par les Filles de Jésus. Et les Filles de Jésus, qui à ce moment-là étaient d'un dévouement extraordinaire, elles nous consacraient presque 7 jours par semaine à nous enseigner différentes choses, en temps supplémentaire et comme bénévole, comme de raison. Et ensuite, à Cap-Chat aussi, j'ai eu l'occasion d'exercer mes qualités de leader. J'ai beaucoup voyagé avec selon la longueur de mes jambes, je pourrais dire. Je commençais très jeune à aller explorer le monde. Et j'ai été élevée dans un milieu aussi très permissif où on nous disait tout est possible si tu fais les efforts voulus pour atteindre tes objectifs. Et ma mère a sacrifié sa vie pour nous parce qu'elle était veuve depuis à 32 ans. Et elle a mangé souvent uniquement nos restes pour qu'on puisse survivre et être éduqués. Et les Filles de Jésus, il y a Sœur Bordonneau, Fernande Bordonneau, que j'aimerais souligner de nouveau, qui a été d'un dévouement extraordinaire et qui a marqué toute la paroisse de Cap-Chat. Par la suite, bien, il y a eu les études collégiale, je pourrais dire, et universitaire. Mais on reviendra surtout à l'Université Saint-Louis. C'est parfait. On va céder la parole à M. Denomé. Et moi, je suis né à Shawinigan, donc j'ai vécu ici dans la région. Mais comme mon père est devenu veuf à l'âge de 28 ans avec 4 enfants et qui travaillait à la Shawinigan Chemicals à Shawinigan, il a fallu, il nous a placés chez mon grand-père à Saint-Didas, dans un beau petit village, non loin de Saint-Gabriel-de-Brandon, où nous avons vécu durant 2 ans chez mon grand-père, où c'est une de mes tantes qui a pris soin de nous. On a eu l'avantage de connaître la vie du village, un petit village de 800 à 1000 personnes, très agréable. Et mon père s'est remarié avec la sœur de ma mère, de sorte qu'il s'est marié avec ma tante et nous sommes revenus à Shawinigan. Et là, à Shawinigan, j'ai entrepris des études à l'école primaire, l'école du Sacré-Cœur à Shawinigan, où les frères, encore un peu comme Madeleine chez les sœurs, nous, les frères de Nation chrétienne, ont été d'un dévouement inlassable et remarquable. Plus particulièrement dans les activités extrascolaires ou parascolaires, dans le théâtre, avec le bataillon des croisés et aussi faisant partie de la chorale et comme servant de messe. Après mes études primaires, j'ai eu le privilège d'entreprendre mon cours classique, c'était l'ambition de mon père et aussi de ma propre ambition de poursuivre mes études. Et les circonstances m'ont emmené à Chambly-Bassin, au Juniorat des Oblats, petit village, Chambly-Bassin, avec le fort de Chambly, mais le Juniorat était un peu situé à l'extérieur du village, en campagne, où là, j'ai passé 5 années aussi de bonheur, où les Pères Oblats étaient d'un dévouement encore là remarquable et qui nous ont formés à l'initiative, en plus de nous donner l'instruction. Et après mes années de secondaire,
il a fallu que je prenne la décision d'entrer au noviciat chez les Oblat, parce qu'on nous gardait à Chambly-Bassin si nous avions la vocation d'Oblat. Et rendu à la fin à la rhétorique, il fallait normalement, c'était le chemin tout à fait indiqué, d'entreprendre le noviciat. Là, c'est la soutane, c'est le règlement un peu plus sévère. Et de là, je suis passé au Scholastica, 3 ans au Scholastica. Milieu intellectuel à l'Université d'Ottawa, tout à fait encore particulier, qui m'a marqué. J'ai fait mes études de philosophie. Et à la fin de mon Scholastica, c'est-à-dire là où j'étais rendu à la période où les vues perpétuelles, où l'engagement je suis allé du côté du Grand Séminaire. J'ai fait mes 4 années de Grand Séminaire et j'ai été ordonné prêtre. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. En quelle année, monsieur? J'ai fait 45 à 49 aux Trois-Rivières et en 49, j'ai été ordonné prêtre dans ma paroisse natale, à Shawinigan. Et votre père était très fier de cet état de choses? Absolument. Mon père était très fier et la famille aussi, à ce moment-là, d'avoir et surtout l'aîné, qui était prêtre. Alors, je vous remercie de nous avoir situés. Nous allons commencer la longue carrière de Madame Roy. Alors, nous retrouvons à l'Université Saint-Louis, dans le Missouri, chez les Jésuites, où j'ai dû, comme presque toujours, aussi travailler fort pour acquérir le plus possible, dans le moins de temps possible aussi. Mais à l'Université Saint-Louis, j'ai été très choyée. D'ailleurs, je me suis fait beaucoup d'amis, tant chez les Jésuites que chez les professeurs laïcs. Et comme je parlais français, et un français assez bon, c'était à l'occasion du 300 ou 350e anniversaire de Saint-Louis. Alors, les origines étaient françaises. Alors, on invitait tous les grands de France. Et on m'invitait la plupart du temps à accompagner ces gens-là, à être au banquet. Alors, j'ai côtoyé des gens que je n'aurais jamais côtoyés si j'étais restée dans une université canadienne. Et ça m'a ouvert aussi beaucoup d'horizons. Et là, à l'Université Saint-Louis, bien, je l'ai dit la semaine dernière, je trouvais que les gens manquaient un peu de connaissances sur les arts. Et c'est important dans la vie. Alors, j'avais organisé des visites au musée Saint-Louis, dirigé par un père qui s'occupait des arts. Et j'ai organisé bien des conférences ou des choses comme ça, même à l'université. Et j'y suis retournée il y a quelques années, on en a vu la photo, et c'est encore un milieu de culture extraordinaire. Et les Jésuites sont très présents encore là. Après l'Université Saint-Louis, où j'ai terminé mon doctorat, j'ai été nommée directrice de l'école de neuropsychiatrie affiliée à l'Université Laval. Alors là, j'avais bien des connaissances en psychologie, en sciences du comportement, mais je n'avais pas de connaissances en psychiatrie ou très peu. Alors j'ai dû faire 2 ans d'études postdoctorales, une partie à plein temps, une partie à temps partiel, avec l'Institut de formation par le groupe d'ici du Canada, de Québec. Ensuite de ça, je suis allée à la clinique Mayo, où je me suis intégrée à une équipe extraordinaire de psychiatres pour la thérapie de groupe. Ensuite, je suis allée en France à l'Institut de psychanalytique à Rueil-Malmaison, c'est dans la banlieue de Paris, où encore j'ai été intégrée à l'équipe de thérapie de groupe. Ensuite, je suis revenue à l'hôpital qu'on appelait Saint-Michel-Archange, dans ce temps-là, à Québec, où j'ai mis sur pied la thérapie de groupe, qui n'existait pas encore dans ce temps-là. Et j'ai initié le personnel psychiatrique, surtout infirmières, et j'ai mis sur pied aussi même des cliniques que j'appelais, je ne me souviens plus, pluridisciplinaires, où chacun devait dire qu'est-ce qu'il faisait pour aider l'autre dans le traitement du malade. Je pense que j'ai apporté quelque chose à cette institution. Vous avez travaillé énormément dans la relation d'aide. Beaucoup, beaucoup. Pour moi, c'est important de savoir écouter les gens, mais pas seulement les écouter. Trop longtemps, on a pensé qu'écouter les gens, c'était suffisant. Mais je pense aussi qu'il faut être capable de décoder un peu leur message et de les amener à passer à un plan d'action. Il y a eu ce courant de laisser faire. On écoute, mais après ça, on abandonne les gens. Mais si on ne passe pas un plan d'action, on devient dans 2 semaines, on se rend compte et tu devrais avoir fait telle et telle chose, ça ne donne rien.
Mais la thérapie de groupe, La thérapie de groupe, ça a été extraordinaire. Mais là, j'étais dans un milieu psychiatrique. oui. Où des malades qui étaient des schizophrènes, qui n'avaient jamais parlé, qui se berçaient dans leur coin, qui ont commencé à reprendre vie, à reprendre des activités. Lorsqu'on sait leur donner le temps de s'exprimer dans les groupes, et où ils ont du support aussi. Ensuite, de là, bien, à ce moment-là, l'Université du Québec a ouvert ses portes. Et je trouvais ça important de faire partie de la fondation d'une université. Ça, c'est en 60... En 69. 69. Alors, j'ai fait application pour l'Université du Québec. Je ne savais pas trop dans quelle galère je m'embarquais. Mais c'est comme ça que j'ai été engagée par Jean-Marc. Ah, encore un autre hasard. C'est ça. C'est ça. Heureux hasard. Oui, oui. En sciences de l'éducation. J'avais eu à ce moment-là son curriculum vitae. Et puis, bon, elle avait une polyvalence. Elle pouvait enseigner en éducation, puis elle pouvait enseigner du côté des sciences infirmières. J'avais dit à ce moment-là au recteur, c'est avantageux d'avoir une personne de cette façon. Et en administration. En administration. Ah, elle était Puis polyvalente. elle avait le doctorat terminé. Ah, ça n'a pas été long. On a réglé l'engagement en peu de temps. Parce qu'on saute les étapes, mais vous étiez à la base, là, à l'Université du C'est ça. Québec. Oui, j'étais aussi également à l'université à ce Bon, moment-là. c'est ça. On y reviendra après, si vous voulez. D'accord. Bon, vous êtes engagé par votre Oui. futur mari. Et là, comme tout est possible encore là, dans ce milieu-là, parce que c'est neuf. Oui, Alors, tout est à bâtir. Alors, j'ai été mêlée à toutes sortes d'activités, la commission des études, le comité des budgets, responsable des études avancées. On organisait aussi la vie départementale, organisait des procédures. On a fait beaucoup de choses. Et à ce moment-là aussi, dès le début presque, j'ai eu des recherches subventionnées. La recherche m'intéressait beaucoup. J'ai toujours Des été recherches à quel sujet? Bon, alors je me suis lancée, ça a été un peu osé encore une fois, dans la recherche sur le cerveau. Comme j'avais une base assez solide en biologie et en neurologie, pendant que j'étais à l'école de neuropsychiatrie, j'avais fait des études en neurologie pendant 4 ans. C'est un domaine inconnu. Mais qui me fascinait. Alors là, je me suis lancée dans le processus intellectuel et le fonctionnement du cerveau. Puis c'est ce qui m'a amené ensuite à aller donner des conférences un peu dans le monde entier, soit à l'Université de Cambridge en Angleterre, à Mons, en Belgique, à Paris, en Turquie, à l'Université d'Istanbul, à l'Université d'Edirne, en Grèce, à l'Université de Patras, à Toronto, un petit peu partout, quoi. Et j'ai été vraiment adulée. J'ai été choyée dans ma vie professionnelle. Et les étudiants aussi m'ont beaucoup apporté. Les étudiants m'apportaient, je pourrais dire, la vie réelle aussi. Ils me ramenaient les 2 pieds sur terre. Et l'encouragement qu'ils m'apportaient aussi me stimulait beaucoup. Et d'ailleurs, j'en rencontre encore aujourd'hui. Eh oui. Puis Jean-Marc est toujours surpris de voir. J'ai une excellente mémoire en général des noms et des oui? figures. Elle reconnaît les souvient des figures, gens. elle se souvient facilement des noms et en voyant la figure. Et pour moi, c'est très gratifiant d'entendre, je rencontre des étudiants que j'ai eus il y a 20 ans, disent, mais tu sais, Madeleine, ton cours m'a marqué. C'est un des cours qui m'a le plus marqué. Alors pour moi, je ne sais ça enseigner. C'est de marquer l'autre. Autrement, qu'est-ce que ça donne si on ne laisse pas une certaine influence pour le meilleur de l'individu? Mais aussi dans les pays où je suis allée donner des conférences, à l'Université d'Istanbul encore, nous y sommes retournés l'an passé. Et j'ai été encore reçue par les gens comme si... c'était une grande joie pour eux de me recevoir encore, de me revoir. Et moi aussi, c'est réciproque d'ailleurs. Mais je me suis fait des amis un petit peu partout dans le monde comme ça. Ça a été extraordinaire. Et j'ai dû laisser ça, ensuite de ça, pour la retraite. Mais vous avez oublié un petit point. Vous avez travaillé à la promotion de l'accouchement naturel, Marie. Oh mon Dieu, ça fait déjà ça fait longtemps. Ça fait longtemps. En 1958, mais en 1958, oui. À ce moment-là, j'avais une amie qui avait fait ses études de doctorat aux États-Unis, qui était spécialiste en éducation physique, qui revenait comme professeur à l'Université Laval. Et il y avait un psychologue et un sociologue. Nous avons formé une équipe pour mettre sur pied l'accouchement naturel.
C'était le début. C'était osé aussi, Oui, encore oui, dans ce temps-là. Ça a été difficile parce qu'il n'était pas tous les médecins, les obstétriciens qui acceptaient la chose. Mais quand même, ça fait son chemin. Et ensuite, bien, quand nous avons laissé, bien, c'est tombé. Puis aujourd'hui, les gens redécouvrent la chose. La même chose aussi, on avait mis sur pied, pas la même équipe, une autre équipe, les cours de sage-femme pour les infirmières qui s'entraînaient à être sage-femme pour ensuite de ça aller dans les endroits éloignés de la province ou bien en pays de mission. Et ça aussi, avec l'avènement des cégeps, c'est tombé. Mais aujourd'hui, on y revient. Oui. Et ça me fait de la peine quand j'entends... la peine. C'est peut-être mon orgueil qui est un petit peu choqué. Comme si les gens comme s'ils découvraient ça aujourd'hui quand ça existait il y a 25 ans. Effectivement. Mais c'est des choses auxquelles j'ai participé à bâtir. Mais vous avez touché infiniment de domaines. Hein? Oui. C'est ce qui m'a donné une polyvalence aussi. C'est précieux dans la vie d'un professeur d'université, d'être capable de... Et je me disais aussi, quand j'enseignais, mes étudiants ont droit d'être fiers de moi. Lorsqu'après, ils diront, bien, on a eu Madeleine Roy comme professeur, ils seront fiers de le dire. Pour moi, c'était une obligation. Alors, j'ai fait beaucoup plus, je pense bien, pour répondre à ce devoir que moi, je croyais avoir. Mais j'aime vous entendre dire ça. Il n'y a pas de fausse modestie. Vous vous estimez à votre juste valeur. Et puis, j'imagine que vous avez dû nouer des contacts très personnels avec les étudiants. Oui, mais sans faire de maternage. C'était d'adulte à adulte. Oui. Je n'ai jamais voulu les entretenir pour qu'ils se sentent attachés à moi, non. C'était des adultes, alors qu'ils prenaient leurs ailes. Mais après, s'ils avaient besoin d'aide, j'étais là quand même. Mais intellectuellement, vous leur avez donné le meilleur de vous-même, je crois comprendre. J'espère. Oui. En tout cas, j'ai essayé. Puis j'ai essayé de leur ouvrir des horizons aussi à toutes sortes de cultures, de façons de penser, de réaction, et à prendre leurs responsabilités. Pour moi, ce que je trouvais aussi important avec les étudiants, c'était qu'ils se trouvent responsables de leurs actes et des conséquences de leurs actes. Et des conséquences, oui. Pour moi, ça, c'était précieux. Vous les avez instruits plus qu'intellectuellement, je pense. J'espère. Alors, vous dites en 1985, vous prenez votre pré-retraite? J'ai pris ma pré-retraite, oui. Bon, d'abord, j'ai pris soin de maman qui vieillissait. D'ailleurs, quand elle demeurait à Québec, et moi à Trois-Rivières, toutes les fins de semaine, j'allais, même si j'avais un frère et une sœur à Québec, mais qui avaient leur famille, qui étaient moins libres que moi. Alors, j'en prenais soin, même si elle était très autonome à ce moment-là aussi. Mais pour moi, ça a été le plus bel héritage de ma vie d'être si près de maman. Parce qu'elle était tellement cultivée, raffinée. Elle était extraordinaire. D'ailleurs, Jean-Marc l'a connue aussi. C'est une femme qui marquait tous les gens qu'elle rencontrait. Et ensuite, elle est devenue... elle trouvait ça lourd, prendre soin de son appartement seule. Et je l'ai amenée chez moi à Trois-Rivières. J'ai eu quelques années ici. Et puis, à 87 ans, bien là, elle a flanché, elle est devenue malade. Et je ne pouvais plus la garder. Alors, elle avait toujours dit, bien, j'aimerais, si je dois être dans un hôpital, être à l'Hôtel-Dieu, l'hôpital général à Québec. Alors, on l'a placée à l'hôpital général à Québec. Ça faisait l'affaire des gens de Trois-Rivières, parce que comme elle était de Québec, ça libérait une place ici. Et à ce moment-là, j'ai décidé de prendre ma pré-retraite pour lui consacrer un peu plus de temps pour être auprès d'elle. Je suis déménagée à Québec. J'ai continué mes recherches. Je continuais à préparer des conférences pour des conférences internationales. Ce n'était pas une vraie retraite. Des congrès internationaux. J'avais aussi le projet de continuer à peindre, de me remettre à peindre davantage. Alors, c'est comme ça qu'à un moment donné, Jean-Marc est venu maman est décédée. Elle a revu Jean-Marc avant de partir. Puis là, Jean-Marc est venu... Bon, mais je vais vous arrêter là, ma retraite.
Avant qu'il ne vous transforme, on va essayer de vivre cette transformation à lui. Monsieur Denomé, nous vous avons laissé prêtre, jeune prêtre. C'est ça, jeune prêtre. Alors, vous débutez une carrière. Oui, et là, j'attendais l'obédience. Après l'ordination, il fallait attendre que l'évêque nous assigne un poste, une fonction. Je rêvais beaucoup du ministère paroissial. Mais, encore là, la Providence, je ne sais trop juste de quelle façon ils ont décidé, quels étaient leurs critères, mais on m'a assigné le séminaire de Trois-Rivières. Parce que c'était rare. Le séminaire de Trois-Rivières, être professeur au séminaire de Trois-Rivières, il fallait être un ancien élève du séminaire de Trois-Rivières. C'était la tradition et la coutume. Et j'avais un confrère avec moi qui venait de Saint-Laurent, nous sommes trouvés tous les deux au séminaire. Et ça, c'était une exception. J'ai envie de rire un peu. Oui. La Providence est là pour vous. Vous rêviez d'aller au séminaire quand vous étiez jeune, vous y voilà. Ben, c'est vrai. Presque comme un ancien élève. C'est ça. Oui. Et oui, je pense qu'on m'a considéré comme un ancien élève parce que j'avais ambitionné d'être là. Oui. Mais là, je me demandais aussi l'enseignement. On me dit, tu enseignes au séminaire, mais tu enseignes quoi au séminaire? J'étais à la maison, j'attendais, et à un moment donné, on m'a dit que c'était l'anglais. J'ai enseigné l'anglais. J'ai pensé que peut-être parce que j'avais vécu sur la rue des Anglais, et que même si au grand séminaire, on devait parler un soir par semaine l'anglais, que je n'avais jamais dit un seul mot d'anglais durant tout mon grand séminaire, durant les 4 années, on me dit, tu enseignes l'anglais. Bon, j'ai dit, si j'enseigne l'anglais, je vais l'apprendre, je vais continuer à l'apprendre, mon anglais. J'ai enseigné l'anglais durant 2 ans. Et la première année, vous comprenez qu'on essaie d'impressionner ses élèves. C'était des élèves en éléments latins et en syntaxe, en nous débutons. Alors, j'avais été voir le directeur des études en lui disant, je parle anglais en classe. Oh, il dit non, il dit surtout pas, parce qu'il dit, il y a plusieurs élèves qui arrivent de la campagne et puis qui ne savent à peu près pas l'anglais. Mais quand même, pour impressionner mes élèves, pour leur dire, puis je vous conte une anecdote, à un moment donné, on me dit, il y a un parfait bilingue dans ta classe. Alors là, je regarde la liste des élèves et j'essayais de deviner lequel. Et puis, bon, je les questionnais dans la classe au début de l'année pour essayer de savoir lequel. Puis j'essayais de voir les noms, la consonance des noms pour essayer de le découvrir. Et à un moment donné, un monsieur Tessier, qui venait du Nouveau-Brunswick, je ne savais pas qu'il parlait l'anglais. Alors, je me suis organisé le truc. Je l'ai dispensé de mes cours en lui disant « Tu vas perfectionner ton français. » C'était le moyen de l'éviter en classe. Bon, durant 2 ans, j'enseigne l'anglais. Ensuite, bon, on m'a demandé, parce qu'il manquait un professeur de latin, d'enseigner le latin, d'être titulaire d'une classe, d'avoir un groupe plus restreint, puis là, d'être affecté à une classe. Non, ça rentrait mieux dans vos... Ça j'aimais mieux ça. Oui. Là encore, j'ai fait 2 ans. Mais entre-temps, durant mes périodes de loisirs, durant mes périodes de vacances même, je travaillais à la rédaction d'une thèse. J'avais ambitionné de faire ma maîtrise en philosophie. J'avais déjà une licence en philosophie. Ma scolarité avait été terminée à Ottawa. Alors là, je faisais la thèse pour la défendre. Et en 1955, je suis allé défendre ma thèse à l'Université d'Ottawa. Je suis retourné à l'Université d'Ottawa. Et là, on m'a donné la maîtrise en philosophie. Mais tout ça, toute cette préparation en philosophie, après mes études de latin, l'enseignement du latin, le directeur des études me dit, bon, le séminaire a pensé que tu allais peut-être faire ton doctorat en philosophie, puis tu enseigneras en philosophie. Parce qu'il y avait un professeur qui avait un peu d'âge, et puis je pense pour prendre la succession. Ah, ça m'emballait. Tant qu'à faire l'enseignement, la philosophie me souriait. J'étais bien heureux. La Providence, toujours la Providence, le supérieur change. Un niveau supérieur arrive, puis là, toute une nouvelle programmation. Il me fait venir un bonjour, me disant, vous allez enseigner la physique et la chimie. Vous imaginez, c'est après les 2 matières que j'avais le moins bien apprises durant mes études. Et puis là, me remettre toute la vie. Je lui ai répondu, j'ai dit, monsieur le supérieur, je n'ai pas l'ambition de mourir en 2 fioles. C'était ma réponse. C'était expressif. Alors, il dit, il faut que j'aille voir l'évêque, j'en parle à l'évêque. C'était si grave que ça? Ah, c'était décidé. Et les circonstances ont fait que l'évêque a dit, ben, s'il n'aime pas la physique et la chimie, il n'enseignera pas la physique et la chimie. Entre-temps, j'étais, durant cette période d'été, au camp du Lac-en-Cœur avec les étudiants. On se dépensait, on se dévouait pour les étudiants. Une journée, un confrère m'apporte une grammaire grecque de la part du supérieur me disant que j'enseignais le grec, imaginez, en belles lettres, c'est-à-dire l'avant-dernière année. Comme ça, là, quelques Comme ça, semaines à brûle avant. pour point.
Alors, j'avais un mois pour me préparer. Et le grec, vous savez, quand même, c'est assez exigeant, assez dur. Et puis, rentrer, enseigner dès la première année à des élèves qui venaient de passer le baccalauréat à ce moment-là, le baccalauréat en versification, c'était quand même, bon, ils vont me faire passer un test au début. Mais ça a bien été. Mais par ambition, puis toujours étant très exigeant pour moi-même, je me suis dit, bon, on me demande d'enseigner le grec, et là, je savais que c'était pour longtemps. Quand le grec, le professeur qui m'avait précédé avait enseigné durant une vingtaine d'années, et celui qui était avant avait enseigné durant 25 ans. Et c'est à cause de la rareté des professeurs, la rareté, puis quelqu'un qui apprend le grec, etc., de sorte que même il y a des professeurs du séminaire qui s'appelaient le père grec. Vous savez, moi, on m'a pas baptisé le père grec. Pas eu le temps. Alors là, je me suis dit, j'ai rien qu'une chose à faire, c'est de pousser mes études. J'étais très exigeant pour mes élèves, mais j'étais exigeant pour moi-même aussi. Alors, entre-temps, le samedi après-midi, je partais après mes cours, après mes classes, et j'allais suivre des cours à Laval à temps partiel, en grec, avec M. Lebel, avec qui j'ai gardé quand même une reconnaissance envers lui. Parce que c'était un type qui m'a marqué. Et M. Lebel m'a suggéré de compléter mes études, d'aller un petit peu plus loin. Puis il dit, je suis capable de t'obtenir une bourse. Imaginez, aller étudier en lettres. Pour un jeune prêtre au séminaire à Trois-Rivières, c'était pas tellement dans les coutumes. J'obtiens une bourse du Conseil des arts. Alors là, il était difficile aux autorités de me refuser d'aller étudier. Et je suis allé étudier à Paris, à l'Institut catholique, durant une année. M. Lebel voulait que j'étudie pour prendre mon doctorat, mais je ne me sentais pas suffisamment préparé pour prendre le doctorat. De sorte que j'ai fait la maîtrise SR à l'Institut catholique. Et je suis revenu, mais j'ai poursuivi encore une autre année parce que la bourse continuait. J'ai poursuivi à Laval mes études pour obtenir un diplôme d'études universitaires à ce moment-là, le diplôme d'études supérieures en linguistique. Et en même temps, je préparais ma scolarité de doctorat. Et là, j'ai repris l'enseignement au séminaire, mais toujours en travaillant sur un projet de thèse de doctorat. C'est pour vous dire quand même que ça devenait très exigeant pour calculer tous les moindres moments de loisirs. Au lieu de me divertir, etc., je me renfermais dans ma chambre et je travaillais. Mais quand on veut, hein, les vacances, Et je me disais, un jour, je l'aurai, mon doctorat. Mais tout de même, le séminaire, l'enseignement au séminaire, l'enseignement du grec, vous savez, pour quelqu'un qui est prêtre, là, moi, ça ne rencontrait pas tellement mes préoccupations, mes désirs de faire du ministère. Je me disais, je suis prêtre, pourquoi au juste? Il me semble que n'importe quel laïc aurait pu enseigner le grec à ma place. Bien entendu, vous étiez en contact avec les jeunes, etc., mais quand même. Je voulais faire autre chose. Et puis avec les études, je me disais, bon, ben, je suis en train de compléter des études de grec, parce qu'il y a moyen de faire autre chose. J'ambitionnais en fait d'aller à Laval, d'aller comme professeur de grec à Laval, faire des recherches. Il s'ouvre un poste comme aumônier au centre d'études universitaires. Le centre d'études universitaires existait à Trois-Rivières. Avant l'UQTR. L'UQTR, c'était le CEU qu'on appelait. Il s'ouvre un poste, et pour aller au centre d'études universitaires, je dirais, la tactique ou la stratégie qu'on a utilisée, c'est de demander d'être aumônier au centre d'études universitaires. On m'a nommé aumônier et en même temps professeur de religion. Donc ça allait mieux, là? Oui, mais j'ai trouvé ça agréable quand même, aumônier, parce que j'avais un rôle un peu plus particulier, un peu plus sacerdotal à réaliser. Et là, je me souviens qu'avec un groupe d'étudiants, on a débuté les messes rythmées. C'est dans les années 60 et quelques? Ça, c'est les années qui ont précédé, les 3 années qui ont précédé 69, la fondation, entre 66 et 69. Là, j'ai démarré avec les messes rythmées, ça faisait une occupation, le renouveau à ce moment-là, puis j'enseignais le Vatican II, la réforme de l'Église, etc. C'était plus aéré un peu? Oui, beaucoup plus. Mais quand même, j'enseignais toujours du grec. J'avais des étudiants au niveau de la maîtrise en grec, puis j'enseignais le grec quand même. Et en 69, j'étais en train de travailler d'une façon assez soutenue à ma thèse. On m'a demandé à l'université qui démarrait de prendre charge à titre de directeur de département du département des sciences d'éducation, de psychologie puis d'éducation physique. Alors vous imaginez, pour un homme de lettres,
Oui. qui se voit tout à coup avec des professeurs anciens d'éducation qui forment des maîtres en psychologie. Pour moi, la psychologie, c'était quand même quelque chose que je découvrais, et l'éducation physique. C'est le cas de dire si on perdait ton latin. Ah oui, là, j'ai perdu mon latin et mon grec. Je comprends. Et en même temps, il s'est produit un renouveau au Québec, c'est que le grec est disparu comme enseignement dans les collèges classiques, etc. Et même dans les universités, on avait fait une planification de sorte qu'à Laval, à un moment donné, il y avait une possibilité d'obtenir un poste, et puis le poste s'est fermé. Il n'y a pas eu de possibilité parce qu'on a coupé, puis le grec s'est retrouvé uniquement à Laval et à Montréal. Alors, il fallait que je fasse autre chose. Et avec l'université, bon, ça m'ouvrait une nouvelle porte, l'administration comme directeur de département. Et là, un peu comme Madeleine, et avec Madeleine, on a fonctionné à la commission des études, conseil d'administration, etc. Sur les entrefaites, il se trouve, j'étais au conseil d'administration, il se trouve un poste de directeur d'un petit campus à Rouen, qui, à ce moment-là, avait été fondé par Trois-Rivières, par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et j'obtiens le poste et je vais comme directeur général de ce petit campus d'une trentaine de professeurs. Là encore, durant 2 ans, je me suis initié à toute cette gestion universitaire, les expériences à peu près dans tous les secteurs, du côté du personnel, du côté des équipements, etc., de ça que j'ai fait le tour, non seulement des programmes, mais des programmes de recherche aussi. Puis, au bout de 2 ans, il y a eu une modification dans le statut à Rouen. C'était rattaché à Hall. Je n'appréciais pas tellement. Je pensais que le Rouen se développerait beaucoup plus par lui-même, puis deviendrait éventuellement une université, ce qui est devenu par la suite. Alors, j'ai annoncé que je laissais. Encore là, les entrefaites, la prévidence. On me demande, de la part de l'évêque, il me demande, m'écrit là-bas, me demandant de prendre la direction du séminaire Sainte-Marie à Shawinigan. Ah là, vous rapprochez. Bon, là, je me suis dit, parce que quand même, je sentais tout au cours de mon stage à Rouen aussi que, bon, j'étais un fonctionnaire, j'étais un administrateur, un gestionnaire. Je me sentais plus ou moins prêtre dans tout ça. Et là, je me disais, bon, je vais essayer de me reprendre, puis essayer de m'infiltrer davantage dans cet esprit. Et j'étais un an. Je rêvais beaucoup d'un idéal pour le séminaire Sainte-Marie. J'ambitionnais beaucoup au niveau du perfectionnement des professeurs, faire que l'institution privée, j'avais des ambitions pour l'institution privée de faire en sorte que ça réponde davantage aux besoins et aussi aux désirs des parents de l'enseignement, des parents qui choisissaient cet enseignement-là. Et même, je demeurais rattaché à Trois-Rivières, j'avais mon poste à Trois-Rivières, aussi à l'université. Un poste secret à Chicoutimi. Imaginez, à l'Université du Québec à Chicoutimi, un poste de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Ah, ça me souriait. Là, je me suis dit, là, je retombais dans mon élément de gestion d'université, puis du côté de l'enseignement et de la recherche, ce n'était pas de l'administration de finances, etc. Alors, j'ai posé ma candidature et j'ai eu le poste. Et je suis demeuré 8 ans à Chicoutimi. 8 ans, c'est un stage pour vous. Oui, et puis c'est un changement. Oui. Et l'Université du Québec était reconnue comme une université avec plusieurs campus. Alors, c'est un réseau d'universités. J'étais content quand même d'avoir cette expérience de Rouen, Trois-Rivières, Rouen et Chicoutimi. Et à Chicoutimi, c'était fort agréable parce que là, on avait une bonne équipe à la direction, de recteurs et d'autres vice-recteurs, de sorte que c'était un milieu très intéressant, puis c'est très dynamique dans cette région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que j'ai beaucoup apprécié. Mais tout de même, mon statut me chicotait. Moi, j'ai envie de vous demander comment se sentait le prêtre à travers toutes ces activités administratives. Uniquement. Et puis, bon, tout de même, on faisait un gros salaire. Et puis, on avait des commodités. Et c'était pas l'idéal que j'avais rêvé comme prêtre. Parce que même à un moment donné, j'avais rêvé d'aller en mission. Vous savez, c'était la pauvreté, puis bon, puis le dévouement. Vous étiez loin, là. Du côté des armes, qu'on nous disait. Alors, là, je me trouvais un genre de fonctionnaire, de gestionnaire. Et puis, il me semble que je remplissais le rôle d'un laïc, point c'est tout, à peu près. J'avais pas de ministère, je faisais pas de ministère du tout. C'est là que la question est venue beaucoup plus sérieuse. Autrement dit, c'est que je me sentais donner un contre-témoignage. Je me disais, un prêtre, c'est pas ça, puis je figure comme étant prêtre. Je suis allé faire une bonne retraite, ça a mijoté, je suis allé faire une bonne retraite à Oka, à la trappe d'Oka. Et là c'est devenu clair. À un moment donné, on dirait que je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, bon, d'accord, tu continues. Parce que là, il fallait que je laisse, et quand même, j'avais un certain âge, là.
Ça, c'est en 56. Pardon, pas en 56, en 76. En 76. Alors là, j'avais, depuis en 1922, là, j'avais une bonne expérience. Et là, de me lancer à autre chose, demander un ministère paroissial ou faire autre chose, là, je me sentais complètement déphasé. Alors, j'ai demandé de me relever de mes obligations. C'est ce qu'on a fait. Et par la suite, bon, ben, je me disais, là, je suis seul, célibataire, etc. Et là, je me suis marié avec une petite fille de Shawinigan que j'avais connue. En 76, je pense. Oui, je me suis marié dans l'année en 76 avec une fille de Shawinigan, Thérèse Desaulniers, que j'avais connue durant mon école primaire, durant la période de la phase d'école primaire, et que j'avais revue à Ottawa, qui enseignait à l'Université d'Ottawa. Alors, on s'est marié en 76 et j'ai continué à l'université à titre de vice-recteur durant 8 ans. Ici, à Trois-Rivières? Non, à Chicoutimi. À Chicoutimi. J'étais à Chicoutimi. Nous sommes installés à Chicoutimi. J'ai continué à Chicoutimi. J'étais là depuis 1974 à Chicoutimi. Et là, mon épouse, en 1979, tombe malade. C'est le cancer. Alors, c'était une dure épreuve, mais je pense encore là que la Providence a joué, en ce sens qu'elle m'a mis sur son chemin pour l'aider à passer à travers cette épreuve. Oui. Quand même, elle n'est décédée qu'en 86, en 79 en 86. C'était long, mais c'était bien. Elle était héroïque. C'était une vie très... même s'il y avait cette épreuve-là, c'était une vie quand même qui nous enrichit tous les deux. Et en 82... Mais vous avez parlé d'une année de vacances que vous avez prise. C'est ça. C'est en 82, là, elle, ben, c'était pas son milieu. Puis malade, elle voulait se rapprocher de sa famille. Puis au fond de moi-même aussi, je trouvais que c'était sage ce qu'elle désirait. Puis moi-même, je me disais, retourner dans ma... Vous savez, à la période de la retraite, on aime bien retourner aux sources. Alors ça, j'ambitionnais toujours parce que j'ambitionnais pas de prendre ma retraite à Chicoutimi. En 82, j'ai demandé d'avoir une année sabbatique. Ça faisait 8 ans, j'avais droit au bout de 5 ans, j'avais renouvelé mon mandat, mais ça faisait suffisant. Vous savez, à un moment donné, lorsque vous occupez un poste, il est bon de céder à d'autres pour tâcher de prendre la relève puis de pousser encore plus loin. Je suis allé vivre une année dans un petit village en Provence, près de Aix-en-Provence, le village de Lamotte. Un village. C'était agréable de connaître ces gens-là, de se mêler à ces gens-là. C'était très enrichissant. Et nous sommes obligés de revenir parce que la maladie gagnait un petit peu plus de terrain. Et nous sommes installés au Cap-de-la-Madeleine. À cette période-là, j'étais comme consultant à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans différents dossiers au siège social à Québec et puis pour la Télé-Université dans l'enseignement à distance. J'avais certains dossiers là, à la Télé-Université, c'était pour organiser la recherche. Et puis, je suis allé jusqu'en 86 avec ce petit régime-là, puis à prendre soin de mon épouse à la maison, ce qui me donnait beaucoup plus de facilité. Et là, nous nous sommes présentés tous les deux au poste de recteur. Ah, vous y voilà, tous les deux comme candidats. Oui. D'abord... Moi, je ne savais pas que lui se présentait. Non. Puis, vous savez, c'est la façon de faire à l'université, c'est qu'ils ouvrent le poste de recteur et les gens suggèrent des noms. Ah oui. Et une fois qu'il y a une banque de noms, là, il y a un comité de sélection qui réduit la banque à 3 candidats. C'est pas beaucoup. Alors, vous imaginez, nous étions trois candidats, dont nous deux et le recteur actuel. C'était dit que vous deviez vous revoir. Alors, on s'est revus à ce moment-là parce qu'il fallait rencontrer l'ensemble des professeurs pour leur faire un petit boniment, leur donner un peu la vision qu'on se faisait de l'université. En politique. C'est ça. On était tous les deux, on s'est revus à ce moment-là. Et par la suite, bon, ben, mon épouse est décédée. Et là, ça a été la grande question de savoir est-ce que je vends la maison, je retourne au travail parce que j'avais encore la bonne santé, puis j'avais le goût de refaire le travail. Et puis là, je me suis dit, non, si j'ai décidé, c'est encore là une marque, comme quoi c'est mon chemin, puis c'est une nouvelle étape, c'est l'étape de la retraite. J'étais rendu à prendre une pré-retraite, moi aussi, alors j'avais décidé au mois d'octobre de prendre la pré-retraite. C'est ce qui nous amène à la période de la retraite. Et là, encore une coïncidence,
Bon, je me disais quand même, je vais peut-être me remarier, il faut que je refasse ma vie. Puis, Mais madame était à Québec à ce elle était moment-là. rendue à Québec en année, c'est-à-dire qu'elle s'était retirée, la pré-retraite. pré-retraite. Elle faisait des recherches, etc. Mais elle était établie à Québec. Moi, je ne savais pas, là, je l'avais perdue de vue. Et je vais faire des cartes de remerciement pour les gens qui étaient venus aux obsèques, aux funérailles de mon épouse. L'imprimeur à Pointe-du-Lac, je lui dis, est-ce que j'aimerais avoir une carte avec la photo de mon épouse dessus? Je lui dis, est-ce que vous êtes capable de reproduire? Ah, oui, on est capable de reproduire ça. Il dit, je vais vous montrer un modèle de reproduction de photos. Il me montre la photo de Madeleine. C'est pas vrai. Sur le journal de l'université lorsqu'elle a pris sa retraite. Mais là, vos signes, ils sont évidents. Là, je suis retourné à la maison, j'ai téléphoné au département, savoir où elle était, et puis je l'ai rejoint à Québec, et puis bon, d'une chose à l'autre, ce qui a fait... On s'est retrouvés. On s'est retrouvés, puis on vit Heureux de se ensemble. retrouver. On vit ensemble depuis ce temps-là. Depuis 6 ans, 7 ans? 6 ans. Depuis 6 ans, là. Oui. Ça fait 6 ans. Et là, nous avons, moi j'ai dû laisser les recherches, les conférences et tout ça. Puis on a décidé de vivre vraiment notre retraite, de tourner la page. Mais vous avez dû laisser, madame, est-ce qu'on vous l'a suggéré ou est-ce que la Ah bien, il m'a dit, décision, en fait, ouais. qu'est-ce que ça va t'apporter? Pourquoi tu tiens à faire toutes ces choses-là? Alors, je me suis rendu compte quand même qu'à la retraite, ce n'est plus la renommée qui est importante, ce n'est plus le faste, c'est d'être tout simplement nous-mêmes, de devenir anonyme, c'est-à-dire de devenir tout simplement ce que nous sommes. Vous-même, personnellement. Madeleine Roy tout court, Oui, oui. sans titre, sans... Alors... Mais tout de même, on avait des projets de lecture, on avait des projets Oh, je n'en d'écouter de doute musique. pas, vous deux mêlés Vous savez, ensemble. on avait des tas de choses. Oui. Et là, tout à coup, tous les deux, on a réalisé qu'on était tous les deux en bonne santé. Et on s'est découvert, ou du moins moi, j'ai découvert que j'avais un goût pour la nature. J'avais été éloigné de la nature, je ne sais pas si ça remontait à Saint-Didas, Peut-être. mais j'avais un goût de la nature. Puis j'ai découvert que Madeleine avait exactement le même goût. Alors, le frère Marie-Victorin revenait. Il revenait. Alors, nous nous sommes mis à jardiner. Alors, autour de la maison, il y a beaucoup de fleurs. Nous avons au-delà de 200 sortes de plantes vivaces. Et au printemps, nous allons à la cabane à sucre. J'ai un frère qui a une érablière à l'Ange-Gardien, tout près de Québec. Alors là, nous en allons dans le bois, à l'état sauvage. Puis, on fait nos sucres. Et, Faites vos sucres à la cabane de votre frère. oui. Oui. Personnellement, là. C'est tout, oui. C'est pour toute la famille. Oui, oui, là. oui. Et puis, nous couchons là, à lampe à l'huile, il n'y a pas d'électricité. Ah, Les toilettes dans la nature. C'est un dépaysagement, Mais c'est paisible, hein, Ah. c'est extraordinaire. Et ensuite, nous voyageons. Oui, mais avant aussi, je voudrais vous dire que j'avais un goût de retourner au golf, parce que j'avais déjà joué au golf, mais j'avais délaissé le golf à cause des occupations. Puis encore là, mon goût de la nature, la belle nature, le repos dans la nature, je voulais reprendre le golf. Puis j'ai fait part de mon désir à Madeleine. Puis Madeleine a dit, ben, peut-être que j'aimerais ça. Ah, puis Et alors? puis, ben oui, et aujourd'hui, elle est plus mordue que moi pour le golf. L'été, je pense on joue une centaine de fois et plus. Ah, mais c'est très simple. Par Encore été? une fois, la nature est là. Ah, on se lève parfois à 5 heures du matin pour aller jouer avant qu'il fasse trop chaud. Et l'hiver, on fait du ski de fond quand il n'y a pas trop de glace, quand la nature nous le permet. Et ce que j'apprécie, ce que j'apprécie aussi, c'est que nous jouons au golf toujours tous les deux ensemble. En même temps. Avec d'autres, bien entendu, oui, oui. mais toujours ensemble. Et nous faisons du ski aussi également ensemble. Oui, au même rythme. Oui. Puis on a des belles fleurs. Hein? Mais moi, je pense à la visite que je vous ai faite la semaine dernière, les plantes que vous avez dans la maison. C'est de Ah toute oui. beauté. Ah oui, nous sommes dans un parterre. Est-ce que j'imagine que vous devez la regarder grandir, croître au Ah fur et oui. à mesure, puis Ah oui, oui. C'est ça. À tous les jours, étudier, tous les oui. jours. Hein? On a les oiseaux, on entretient un petit groupe d'oiseaux. C'est pour dire qu'on retrouve un petit peu nos racines, mon nez, puis réellement, c'est une joie. Hein? Je vous C'est de entends joie parler, de là. vivre. Êtes-vous Oui, oui. poète? Ah oui, ah oui. Êtes-vous Elle, mis à écrire de la poésie? elle est beaucoup. Je vous vois J'ai très écrit bien, des là. poésies, Oui. des À ma poèmes. fête, Ah oui. j'ai le poème, et puis, c'est Le toute beauté. dernier poème, le titre, c'était « Ma maison, c'est ton cœur Oh. Oh, c'était beau. Je voudrais demander la suite, mais c'est peut-être indiscret. ». Et on voyage. Oui.
Là, on a décidé... J'ai converti Jean-Marc. Il ne voulait pas voyager? Madeleine a beaucoup voyagé. Elle avait beaucoup voyagé. Et Oui, moi, ses conférences, C'est ça. d'ailleurs. Et seul, hein? Oui. Et moi, ben, quelques voyages quand j'étais vice-recteur, parce qu'on est appelé à aller à Londres ou aller à certains pays en France, etc. Mais pas tellement. C'était des voyages plutôt exigés par la fonction. Et structurés. Et structurés, organisés, rencontrer des gens pour la recherche. travail. C'est de travail. Et là, Madeleine me fait part de sa façon de voyager, tout à fait particulière, tout à fait inédite. Elle part avec peu de bagages. Si tu as nos valises. Regardez, je peux vous montrer ce qui Moi, c'est Peu celui, de bagages. c'est celui-là que je porte. simple. Et ça, ce sont des bagages qui nous servent pour 5 ou 6 semaines de voyage. Chacun son petit sac, C'est et ça, puis oui. vous avez suffisamment. Oui. Pour 5 ou 6 semaines. Ça doit être terriblement structuré dans votre tête avant de poser les autres. Ah oui, tout est planifié. Oui, hein? Ça, c'est le problème de Madeleine. Ah, Alors, nous partons avec une paire de pantalons plus propres. Souvent, c'est du corde du roi extensible parce que nous sommes à l'aise avec ça. Avec un chemisier, un gilet de laine, puis un petit imperméable de voyage, des bons bas et un soulier de marche. Et dans notre sac, on a une paire de jeans, un autre chemisier, un set de rechange, chacun un petit parapluie pour se protéger contre la pluie et le soleil. Et c'est tout. C'est ça. Et c'est tout. Et quand on est 2 soirs au même hôtel, on fait un petit lavage. comme ça, des problèmes de toilette, ça n'existe pas pour vous. Non. Il y a un dehors. petit foulard parfois qui peut me faire donner Un un peu petit air de plus toilette, un petit habillé. peu plus. Les produits de toilette sont réduits au minimum aussi. Et puis nos voyages, nous les faisons sans réservation. On a notre billet d'avion pour le départ, mais quand même, on a tracé tout notre itinéraire. On sait où nous J'allais vous allons. demander comment faites-vous, là, vous choisissez, vous avez fait plusieurs pays? Oui. Ah oui, On a fait des... presque Ce sont des voyages de C'est- plusieurs semaines? C'est ça, 5 à 6 5 à semaines. 6 semaines. Et nous Bon, faisons- comment vous faites, là, je voudrais bien savoir, moi. Là, demain, vous allez partir, mais comment choisissez-vous le pays? Bon, on a certains goûts, par exemple. Notre premier voyage ensemble, ça a été du côté de la Scandinavie. Madeleine était un peu allée du côté de la Norvège. Moi, je n'avais pas fait. Et puis, je désirais aller voir la Finlande, aller voir aussi la Suède, la Norvège, le Danemark, et puis la Hollande m'attirait beaucoup. Alors là, on s'est tracé un itinéraire. On s'est entendu, on fait le voyage en Scandinavie, 6 semaines. On a tout planifié, le temps, à telle période, à telle période, on va être à tel endroit. Mais, Ça, c'est Ah oui, planifié. tout au est moins. planifié et on fait beaucoup de lectures. Mais on se laisse toujours 2-3 jours de jeu. Si on va être une journée de plus à un endroit, Oui. on peut l'être. Vous n'êtes pas dépendant des guides touristiques? non. là, On n'a en aucune, aucun cas? aucune réservation. Puis vous préparez ça par des lectures. Par tes lectures, puis on se fait quelques notes là, pour savoir un peu là, sur le long du voyage. Et ensuite, n'ayant pas de réservation, et aussi, on a éliminé la voiture. Mais c'est inquiétant. Nous ça. n'utilisons pas du tout d'auto. Nous arrivons et nous utilisons les moyens de transport, le train, avec le Rail Pass, et en Europe, nous sommes choyés pour voyager avec le Rail Pass. C'est toujours en première classe. On a des trains tant qu'on veut, et puis on se déplace extraordinaire. rapidement. Et l'avantage pour nous aussi, c'est qu'on va coucher sur le train. On se déplace pour se rendre à tel pays. Le lendemain, le matin, nous sommes là et nous pouvons visiter toute la journée, puis nous sommes couchés, nous sommes reposés. On dort très bien. On dort très bien sur les banquettes. là, Et s'en on va. apprend aussi, avant de partir, on apprend un peu les rudiments de la langue du pays où nous allons. Ça nous sert beaucoup Oui, pour ça le va. contact avec les gens. Parce que nous aimons beaucoup établir des contacts avec les gens. C'est notre façon de voyager. Pour essayer de goûter davantage, puis d'apprendre la culture des gens, de connaître qu'est-ce qui... On aborde les gens sur la rue. Au début, j'étais plus réticent. Moi, j'étais craintif. Et puis, mais Madeleine, elle fonce. C'est une fonceuse. J'ai dit, on ne pourra pas faire autrement que nous dire non, ça ne peut pas. Oui, ça ne fait pas mal de toute façon. ça. Mais ça doit vous amener à vivre des aventures peu communes pour des étrangers. Alors, nous avons, après la Scandinavie, nous sommes allés en Russie. Bon, en Russie, moi, comme je parle beaucoup aux gens, et Vous comme aviez parfois... des rudiments de russe? Oui, parfois, il y avait des guides des guides locaux qui ne parlaient pas français. Et nous étions avec un groupe de Français de France. Alors, je faisais la traduction. Puis, comme Jean-Marc dit, j'agrémentais la traduction. Alors, j'ai eu un diplôme de la camarade la plus utile à son groupe. Et c'est un diplôme dont on n'enverra plus comme ça aujourd'hui, parce qu'avec la photo de Lénine, on l'a pas mal descendu de son...
Mais c'était toute une petite fête, puis les gens, c'était agréable. Cette fois-là, nous étions obligés de voyager avec un groupe organisé. Nous avions rencontré un groupe de Français appartenant de France, de Paris, pour aller en Russie, parce que dans les pays communistes, comme on a fait aussi les pays de l'Est, il a fallu s'intégrer à un groupe, parce qu'autrement, c'est trop compliqué. Sauf pour la Yougoslavie. Puis ensuite, là, on avait quand même délaissé le groupe, on a fait la Yougoslavie, toute la partie actuellement qui est en guerre, toute la Croatie, on a tout fait de split. En autobus, local. Mais là encore, vous êtes mêlés avec les gens de l'endroit. C'est ça. On a rencontré beaucoup de gens. Puis ils sont étonnés un petit peu de nous voir sur l'autobus. On prend l'autobus, le transport là, de l'endroit. On est souvent les deux seuls étrangers sur l'autobus. Puis là, bon, on parle avec l'un, avec l'autre. Et nous sommes allés en Chine, au Japon, en Thaïlande. Puis en Chine, nous avons organisé notre voyage à Hong Kong. Moi, j'étais déjà allée, puis j'avais pris mon voyage à Hong Kong. Cette fois-là, je l'avais fait avec des Chinois. Mais là, à Hong Kong, on nous a dit, bien, à l'agence de voyage, on dit, vous allez nous donner votre passeport pour qu'on fasse le visa puis le billet d'avion. Et nous devions faire partie d'un groupe, mais nous étions les deux seuls du groupe. Alors, on nous envoyait quand même, avec les mêmes privilèges qu'un groupe, avec notre chauffeur privé, le guide privé et l'auto. Mais on se transportait, par exemple, dans Hong Kong, en Chine, où quelqu'un nous recevait en Chine. Et là, le soir, on devait avoir nos passeports, nos visas et nos billets d'avion à 5 heures le soir. On n'en avait pas. Là, à 8 heures, on n'en avait pas. Alors, on s'est dit, on va dormir tranquille, ça ne sert à rien de s'exciter. On trouvait ça drôle même. On a dit, ça sera de leur faute si on manquait. Alors, on prenait l'avion le lendemain matin. On s'en va au petit déjeuner, on n'avait encore rien reçu. À 8 heures, on recevait tout, puis on partait pour la Chine. Comme ça. On a eu beaucoup d'aventures comme ça. Mais il faut être dans cette disposition, et moi, je l'ai apprise par Madeleine, de ne pas être stressé, d'être détendu sur le voyage. Il arrive un petit inconvénient, ça va s'arranger, ça va s'organiser. Puis effectivement, il n'y a rien de plus drôle, c'est qu'en parlant aux gens, des fois, il y a certaines difficultés. On a rencontré, à un moment donné, au Japon, des imprévus, là, et vous savez, on ne sait pas trop juste comment s'en sortir. Et il arrive un bon moment. La Providence encore? C'est ça. Quand nous étions en Chine, qu'on a rencontré les Japonais. Bon, à un moment donné, on était en Chine. On avait prévu, nous, de faire la Chine, de faire la Thaïlande et de retourner, en passant par Hong Kong, de retourner au Japon. Et là, on passait une semaine au Japon. Alors, on fait part aux Japonais qu'on rencontrait. On se parlait par signe, un peu d'anglais, mais ils ne parlaient pas beaucoup d'anglais. Puis bon, mais tout de même. C'était un groupe de professeurs. C'était agréable, c'était un groupe gay, puis on les a rencontrés un peu plus tard aussi, puis c'était encore la même chose, c'était des échanges. Ils nous embrassaient même. Ils nous disent, mais il faut que vous veniez au Japon. Mais on leur a dit, oui, on va au Japon. Mais ils ont dit, c'est quand venez-vous au Japon? Pour leur donner les dates. Ils disent, est-ce que vous avez des réservations? On dit non. Mais ils disent, on va aller dans des hôtels, des business hôtels, puis... Mais ils disent, vous ne pouvez pas passer le congé de l'empereur. Puis ils disent, tout est plein, il n'y a rien à faire. Bon. Il y avait un agent de voyage avec eux. On lui demande, on dit, est-ce que vous ne pourriez pas nous réserver un endroit dans un hôtel qu'on appelait Business Hotel? Il dit oui. Quand vous arriverez à l'aéroport, vous aurez sur un tableau à tel endroit votre nom, puis vous donnant les indications où nous rejoindre. On y arrive effectivement à Tokyo. Notre nom bien affiché, puis nous disant qu'à tel endroit, on si loin d'ici. Oui. On se laisse... Puis, sont de promesses, hein? On est arrivé là, il y avait la personne qui nous recevait, tout en lui disant, mais voici, vous avez une place réservée à l'hôtel, bon, et tout. Et là, ça nous prend l'argent, il fallait payer. Alors, on est parti, on est allé chercher l'argent, il nous a indiqué où aller chercher l'argent, l'échange de l'argent, tout. On est parti, il nous fait embarquer dans l'autobus, on a réglé. Votre route était toute balisée. C'est pour dire qu'à un moment donné, il s'agit de parler à l'un ou l'autre. Voilà. Notre dernier voyage, c'était en Turquie, ça a été la même chose. On parlait avec les gens, on apprenait toutes sortes de choses. Puis les gens sont tellement accueillants et toujours prêts à nous rendre service. Et comme on savait un petit peu de turc, bien, on sortait nos mots turcs. On était reçus. On était reçus au moins 4-5 fois par jour. Venez, asseyez-vous, prendre de thé avec nous. Puis, on arrivait au restaurant. Bien là, ce soir, on va vous préparer un mets spécial pour vous autres. Ça a été extraordinaire, les communications qu'on a eues avec eux. C'était le soir de l'anniversaire de Jean-Marc. À un moment donné, on passe dans un petit village. Puis il y avait deux qui, ça leur disait de fêter. Et on dit, rentrez dans la boutique avec nous autres. Ils étaient chez des amis, c'était pas chez eux. On rentre avec eux. Là, je leur dis que c'était l'anniversaire de Jean-Marc. Ils ont presque donné la bascule. Et ils lui ont donné des cadeaux.
Puis on a Ah, fêté, c'est magnifique. c'est extraordinaire. Là, ça vous ouvre l'esprit aux mentalités étrangères. Hein. Le racisme, pour vous, ça ne doit pas Non. exister trop. Et ça nous amène à faire des études. Nous sommes allés dans les pays bouddhistes, alors en revenant, on a étudié le bouddhisme. La religion, Là, on oui, étudie oui. un peu, on lit le Coran, on étudie un peu pour comprendre Ça vous ouvre cette l'esprit, vous culture. comprenez davantage. On fait des comparaisons avec le catholicisme. Oui. L'histoire des langues aussi, ça nous ouvre, Oui. ça nous donne de nouvelles expressions, ça nous aide à mieux comprendre même notre langue. Vous ne vous ennuyez pas en retraite, hein? Non, non, On non, non. manque de temps. Il est question aussi, je voulais en parler au début, mais ça vous tient trop à cœur, de généalogie. Ah oui. Oui. c'est que- Pensez-vous, ben, vous deux, vous Tous faites les deux, partie tous de les la deux. société. Oui, il existe la Société de généalogie, là, qui ont leur bureau sur la rue Saint-Paul à Trois-Rivières, dans l'édifice de l'abbé Soucy. là, Centre communautaire Soucy. 1800 sur la rue Saint-Paul. Ouais. J'irai voir Centre communautaire Soucy. Le centre communautaire Soucy, Alexandre Soucy. Puis vous êtes actifs tous les deux là. Madeleine est vice-présidente de la société. On a quand même environ 400, Au-delà de 400 membres. 400 membres. C'est un excellent passe-temps pour les gens à la retraite. D'abord, il y a des richesses à la bibliothèque de la société. Ça coûte 22 $ par année pour être membre. Ce qui est très minime. Et là, on a accès à toutes sortes de choses, des volumes, des microfilms, des microfiches, des greffes. On peut faire toute l'histoire de nos familles, y compris les contrats de notaire. C'est fascinant. Mais si je comprends bien, admettons que moi qui ai un nom rare, là, je veux savoir d'où viennent mes ancêtres. Est-ce que je me présente à la Société de généalogie, vous me guidez, ou bien c'est moi qui me On vous débrouille guide. dans le dédale? Il y a toujours des bénévoles sur place pour guider les gens, même ceux qui sont habitués, des fois, qui ne trouvent pas des choses, ils viennent nous demander à un autre, as-tu déjà rencontré telle chose? Puis à un moment donné, on se bute à un mur, là. Vous entreprenez des recherches dans les pays supposés. Et aussi, c'est une autre chose, il y en a beaucoup des membres de la société qui vont aller dans les pays d'origine de leurs ancêtres pour voir comment ils vivaient et où ils vivaient, pour voir s'il y a encore des gens de leur race qui est là. C'est ça. Et on s'aperçoit aussi qu'on n'est pas uniquement des Français. Moi, par contre, j'ai du sang suisse, j'ai du sang allemand, j'ai du sang français, du sang anglais. On se rend compte que nous sommes des mélanges quand même. Hein? Nous sommes même allés à l'île Jersey, où elle a des ancêtres. Bien entendu, moi, du côté de la France, c'était la même chose. Du côté de Abbeville, Amiens, dans la Somme, en Picardie, je suis allé. Puis j'ai l'intention d'y retourner. Comme vous dites, on a toujours des recherches. Et ce qui nous a amené aussi, puis c'est encore assez étonnant, lorsque nous avons pris la retraite, bon, c'était toute la technologie qui apparaissait, l'ordinateur, etc., dans la gestion, puis dans l'enseignement. Bon, puis on sentait plus ou moins je dis pas le courage, mais du moins le goût d'apprendre toutes ces technologies. De rentrer dans cette nouvelle culture. Et là, on s'est acheté un ordinateur et on se sert pour nos recherches, de sorte que même à la retraite, on apprend des tas de choses. Vous êtes encore à la fine pointe. On ne trouve pas ça difficile. Non, mais écoutez, je vous vois devant moi rayonnant, puis vous avez l'air de tout sauf d'un couple à la retraite. Alors, je n'ai qu'une chose à dire, c'est à vous féliciter de la vie que vous avez. Nous avons une vie extraordinaire. Et puis je vous remercie aussi d'avoir bien voulu nous donner votre témoignage ce soir. Ça nous a fait plaisir. Merci. Chers amis, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Si vous désirez nous contacter, notre numéro est le 373-1261. Merci infiniment.